Bien, bonsoir à tous. Donc il y a surtout de classes d'Hippocane ce soir, dont certains qui savent que ce soir parle mon ancien professeur de philosophie, un des professeurs dont je parle assez souvent en cours. Voilà, que donc Jean-Noël Dumont est professeur, et d'abord professeur, si j'ai à le présenter, professeur de philosophie, et que j'ai eu en terminale en Hippocane et en Cagne. J'ai eu qu'un seul professeur de philosophie, donc c'est de sa faute. Voilà, pour présenter un petit peu cette soirée et celui qui va parler, Jean-Noël Dumont, donc, c'est d'abord un professeur, et il a fondé aussi en 99 à Lyon le collège supérieur, qui, vous n'avez pas de chance d'être lyonnais, d'ailleurs en général on n'a souvent pas de chance d'être lyonnais, et à Lyon, donc ce collège supérieur, c'est vous qui êtes lyonnaise. Vous n'avez pas de chance de ne pas être. Vous n'avez pas de chance de ne pas être lyonnais, c'est l'émotion qui voilà. me tromper. Bien sûr, Jeanne. Et donc, peut-être que vous êtes déjà allé à des conférences. Le collège supérieur Mariste est le collège supérieur, tout court, est un lieu à la fois maison des étudiants de droit, de philosophie, de préparation à l'agrégation, et de conférences, un centre de conférences culturelles. Bref, Jean-Noël Dumont, il y a plusieurs choses qu'il aime. Il aime enseigner, il aime provoquer, dans le sens où il s'agit d'interpeller, il s'agit d'obliger les gens à se poser des questions. Bref, obliger les gens à penser par eux-mêmes. C'est ce que j'ai appris de lui, penser par soi-même, en recevant l'interrogation du professeur. Voilà, et donc, ça ne m'a pas beaucoup étonné quand j'ai su qu'en 2017, vous aviez sorti un petit livre sur Houellebecq, aux éditions Manucus, Houellebecq ou la vie absente. Alors tant qu'on y est, je citerai peut-être votre premier livre en 95, Le tiers invisible, chez Desclés. En 2005, Peggy, L'axe de détresse. Donc en 2017, Houellebecq ou la vie absente. En 2017 aussi pour une alternative catholique sur Montalembert, Peggy et Cavanaugh. Et puis un dernier livre sur Pascal, le mondain, le savant, le croyant. Donc, quand vous voyez les titres, vous voyez l'interrogation philosophique, le rapport à la littérature. Je le dis souvent, j'ai compris ce que c'était qu'une disserte de lettres, parce qu'on m'a expliqué ce que c'était qu'une disserte de philo. Ah. Et voilà. Et faire les liens entre la philosophie et la littérature. Je pense un peu aux Cagneux aussi, qui ont la morale en littérature. Donc faire les liens de ces deux manières de penser le monde, c'est un peu ce qui va se passer ce soir finalement. On va penser, et puis par les armes à la fois de la philosophie et de la littérature. Voilà, j'arrête cette soirée sur Houellebecq. Elle est donc sur un homme qui est lui-même interpellant, provoquant, qui fait penser, qui fait parler. Et avec Jean-Noël Dumont, on va être provoqué, on va être interpellé. Et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Emmanuel. Donc je dois à votre amitié d'avoir l'occasion de parler de Houellebecq à des étudiants, et c'est avec plaisir évidemment que j'aurai l'occasion de présenter rapidement cette œuvre que probablement beaucoup d'entre vous n'ont pas lue, et qui est précédée par une réputation qui fait écran en fait à sa compréhension, encore que cette réputation ne soit pas complètement fausse, mais elle repose sur des malentendus dont on peut se demander s'ils ne sont pas délibérément entretenus par l'auteur lui-même, qui a une posture paradoxale par rapport à son œuvre et par rapport à la réception de cette œuvre. Donc il y a un personnage médiatique, Houellebecq, dont tout le monde a une certaine image, des vêtements négligés, une voix assourdie et empâtée par l'alcool, des comportements scandaleux, la réputation d'avoir des pages d'un érotisme cru, un peu tristounet, il est vrai. Je ne sais pas s'il existe un érotisme joyeux, mais en tout cas, l'érotisme de Houellebecq est vraiment
dans une crudité quasiment anatomique qui lui ôte tout chatoiement. Et cependant, cet auteur, dont l'image médiatique est dévalorisée au fond, est un des auteurs les plus lus au monde. Les livres de Houellebecq sont immédiatement traduits dans toutes les langues et il fait l'objet de travaux. J'ai eu récemment l'occasion de participer à un grand colloque à Vienne en Autriche. Des pays de l'Est, de l'Amérique, de l'Europe, d'Afrique du Nord, il y a des spécialistes de Houellebecq qui sont capables de se réunir en français. C'est une chance pour moi et j'étais tout heureux de voir des gens aussi savants tous s'exprimer dans un français meilleur que le mien. Et donc il y a dans le monde entier des gens qui travaillent sur Houellebecq. Donc il faut se demander quelle est la portée de cette image qu'il véhicule et aussi s'efforcer d'aller au-delà. Alors, pour vous introduire au monde de Houellebecq, j'ai choisi, puisqu'Emmanuel Échivard m'a laissé le choix, de traiter le thème de la chute dans Houellebecq, de la chute ou de la descente, ce qui, au fond, convient bien pour un auteur dont la réputation est celle d'un décadent. Et donc, il illustre lui-même cette idée de la chute. Je dis d'abord quelques mots de ce que signifie la chute. Il est évident que dans toute la littérature, le cinéma, le théâtre, l'opéra, la chute, c'est ce qui exprime la déréliction de la faute, la déréliction du péché. Et qui fera l'objet d'un relèvement ou pas, mais qui est donc l'expression d'un drame de la liberté. Au fond, on peut dire que toute œuvre littéraire est le récit d'une chute, d'une mise en danger, d'une titubation au moins. On peut penser, je ne sais pas, au bateau ivre. Alors, en plus, le bateau ivre, c'est une chute transformée en départ volontaire, enfin plus ou moins volontaire. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Du Peau-Rouge criard les avait pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Et puis après, il transforme ça en libération. J'étais insoucieux de tout, enfin vous connaissez le texte mieux que moi, j'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand et de cotons anglais, quand avec mes haleurs on finit ses tapages. Donc on voit ce malheureux Rimbaud transformer sa chute en départ. Mais au point de départ, c'est un abandon. Je ne me sentis plus guidé par les haleurs et je descendais les fleuves impassibles. Et le coup de talon du poète qui lui permet de se relever, c'est justement de transformer cette chute en défi, en libération. Le thème de la chute, on peut penser aussi, bien sûr, à la chute de Satan. Hein. Et puis vous avez... c'est-à-dire que la chute est quand même l'expression la plus fréquente de la damnation et du péché. C'est particulièrement illustré par le grand livre de Camus. Alors si vous n'avez pas lu Houellebecq, vous avez forcément lu La chute de Camus. Si vous n'avez pas lu La chute de Camus, il faut changer de classe. Et donc... dans La chute de Camus, qui est précisément la révision du thème chrétien de la chute de Satan. Et donc d'un personnage qui se fait, comme Satan, accusateur universel. Et donc la réflexion de Camus, c'est comment peut-on comprendre la damnation, comment peut-on comprendre la chute dans un monde athée.
Et relisez La Chute, vous y verrez donc que Jean-Baptiste Clamence, le héros, a réinventé une forme d'enfer qui correspond donc à la chute de Satan. Donc c'est pas pour rien que Camus a intitulé son livre La Chute, et c'est pas pour rien que ça a exaspéré Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Donc voilà. Le thème de la chute que je vais évoquer a donc une histoire littéraire que vous imaginez bien, sur laquelle on va pas s'appesantir. Seulement, ce qu'il y a d'étrange dans Houellebecq, c'est que cette image de la chute qui est tout le temps présente, j'en dirai quelques mots, est une chute sans défi, sans révolte, sans provocation à Dieu, à la loi, à l'ordre. Et c'est une sorte de déliquescence qui va son chemin toujours plus bas. Et c'est par là que Houellebecq se montre un interprète si lucide, si aigu de notre temps ou de certains aspects de notre temps. Parce que le thème théologique de la chute est difficile à comprendre pour des gens qui appartiennent à une culture où les signes religieux sont plutôt effacés. Alors, Satan, ils aiment encore bien, parce que ça gesticule, c'est tout rouge, donc ça les intéresse. Mais Satan les intéresse à cause des grimaces. Ce que ça signifie de damnation, ce que ça signifie de péché, ce que ça signifie de détresse, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est qu'il y ait quelques danses sataniques bien rythmées. Et donc, Houellebecq voit notre temps, et à juste titre, comme le temps de gens sans serment, sans promesse. Et à ce moment-là, que peut signifier la chute si elle ne trahit pas une promesse? Que serait Don Juan sans la statue du commandeur? Don Juan sans la statue du commandeur, c'est un petit séducteur de campagne. Il n'a aucun intérêt. On s'en fiche, j'allais être plus grossier que ça, on s'en fiche que Don Juan séduise 1004 femmes, c'est pas un exploit. On n'est pas là pour faire le décompte. Don Juan n'est intéressant que dans la mesure où il y a une provocation à Dieu et à l'ordre incarné par la statue du commandeur. C'est ce qui fait le personnage dangereux. C'est ce qui fait le personnage passionnant. Comment faire comprendre la damnation dans un monde sans serment, dans un monde sans promesse? C'est ce que ce sera finalement, et c'est en gros le thème que je vais développer, c'est une sorte de damnation de la médiocrité, damnation par la médiocrité. En effet, Houellebecq dit bien que l'effacement du rapport à l'absolu, l'effacement de l'espérance religieuse, l'effacement du serment pose un problème littéraire. C'est le premier texte qui vous est proposé, que je vous propose. L'effacement progressif des relations humaines n'est pas sans poser certains problèmes au roman. Comment, en effet, comprendrait-on la narration de ces passions fougueuses s'étalant sur plusieurs années, faisant parfois sentir leurs effets sur plusieurs générations? Ah! Nous sommes loin des hauts de Hurlevent. C'est le moins qu'on puisse dire. La forme romanesque n'est pas conçue
pour peindre l'indifférence, ni le néant. Il faudrait inventer, et voilà l'art littéraire que Houellebecq se donne pour mission, il faudrait inventer une articulation plus plate, plus concise, plus morne. Une espèce de voix blanche. Donc, quelle est la question littéraire que je vais examiner à travers ce thème de la chute? Donc, quel personnage pourrait être intéressant là où il n'y a plus de serment? Là où, finalement, comme il le dit, j'y reviendrai peut-être, un des héros est abandonné par une de ses maîtresses, simplement par un SMS, où sa maîtresse dit « J'ai rencontré quelqu'un ». Ouais, tout le romanesque, formidable. Et alors il se dit « Est-ce que je ne suis pas quelqu'un, moi ?» Et c'est comme vous essayez d'écrire un roman où les pauvres gens communiquent des messages minables avec des SMS. C'est pas là qu'ils vont jeter des défis. Hein. Bien. Donc voilà, notre époque pose des problèmes. Alors d'où les hippocagneux seront contents d'apprendre ce mot. D'où la multiplication des épanorthoses. Bien sûr. Je n'ai pas besoin de vous préciser que les épanorthoses sont les expressions par lesquelles le locuteur corrige ce qu'il dit. Blanc ou plutôt gris. Alors, les personnages de Houellebecq, quand on leur pose des questions, disent toujours j'ai répondu oui, oh, plutôt non. Ou alors, il dit je faisais un geste un peu vague. C'est difficile à décrire. Je faisais un geste un peu vague. Alors, non seulement il est vague, mais un peu vague. Ou je sortais un peu dans la rue. Je ne sais pas comment il fait, le personnage, pour sortir un peu dans la rue. Et donc, l'épanorthose, c'est cette espèce de timbre de voix voilée qui traverse toute l'œuvre et qui correspond donc au problème littéraire de l'indécision. Que nous allons examiner donc à travers l'image de la chute. Donc il se trouve que la chute est un motif récurrent dans l'œuvre de Houellebecq. J'ai eu l'occasion dans d'autres travaux d'énumérer toutes les chutes qu'il y a. Bon, je vous en fais grâce. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'en explique lui-même. C'est le deuxième texte de ce qu'on appelle en français un exemplier. Il s'agit d'un dialogue avec Bernard-Henri Lévy. Et donc c'est dans ce dialogue avec Bernard-Henri Lévy que Houellebecq dit. Dans un long article paru dans la revue du Monde, Marin de Viry traçait un intéressant parallèle entre la littérature et le cyclisme. On loue le plus souvent, disait-il, les étapes de montagne où chaque phrase ajoutée aux autres donne l'impression d'un effort surhumain. Mais les étapes de plaine où rien apparemment ne se passe, mais où tout à chaque instant peut basculer, ont également leur charme. L'auteur, je pense, me comparait à une étape de plaine. C'est Houellebecq qui parle. C'était fort aimable de sa part. Mais je pense pas tout à fait vrai. Ce à quoi me font penser mes romans avant tout, c'est aux descentes. Mal connu en général, il n'y a aucun public pour les descentes, c'est un exercice trop abstrait et les motos de télévision elles-mêmes ne s'y risquent pas. J'ai l'impression d'écrire un roman lorsque j'ai mis en place certaines forces qui devraient normalement conduire le texte, pas le personnage. Qui devrait normalement conduire le texte à l'autodestruction, à l'explosion des esprits et des chairs, au chaos total.
mais il faut que ce soit des forces naturelles qui donnent l'impression d'être inéluctables, qui paraissent aussi stupides que la pesanteur ou le destin. Mon travail consiste alors à maintenir la machine sur la route, à la laisser éventuellement frôler l'abîme sans lui permettre d'y tomber. Si vous relisez Sérotonine, au début de Sérotonine, il descend avec son puissant 4x4 qui défie les écolos et il mime des suicides. Dans les tournants qui ponctuent cette descente, il dévale jusqu'à la limite, puis hop, il donne un coup de volant pour s'en sortir. C'est épuisant si l'on veut, mais pas dans le sens habituel, c'est surtout dangereux. Alors, donc je ne m'attarderai pas sur... il n'y a pratiquement donc que des descentes dans Houellebecq, c'est très drôle. Par exemple, il y a 2 épisodes où il décrit des ascensions. C'est l'ascension du... j'oublie tout le temps le nom de cette montagne mitterrandienne. Voilà, l'ascension du rocher de Solutré dans Anéantir, et puis l'ascension vers Rocamadour dans Soumission. Et dans les 2 cas, curieusement, vous regarderez ça, vous qui êtes attentif à la chose littéraire, dans les 2 cas, l'ascension est décrite comme une descente. Il faut le faire, hein. Donnez-vous comme épreuve littéraire de décrire une ascension comme une descente. Donc quand on dit que Houellebecq n'a pas de style, c'est quand même quelqu'un qui travaille. Et donc, alors il y a des rêves, par exemple d'Anéantir, il y a un personnage qui rêve tout d'un coup que l'ascenseur le mène à l'étage moins 62, etc. Tout est descente. Par exemple, son 4x4, son fameux 4x4. Alors, en plus... non seulement il cultive l'épanorthose, mais il cultive même les erreurs délibérées. J'ai assisté à... je vais sortir de mon sujet, ça fait rien. J'en sors 30 secondes parce que c'est drôle, pour moi. Donc c'était un colloque en présence de Houellebecq. Donc on était contents. Et il y avait une étudiante qui venait de faire une thèse sur toutes les étourderies de Houellebecq. Alors, il monte dans une Mercedes, puis quand il redescend, c'est une BMW. Il va dans telle ville, et puis en fait, c'est une autre. Alors, ces étourderies, au fond, elles sont simplement, elles sont peut-être délibérées. En tout cas, elles sont le signe d'un certain abandon, qui est lui-même, au fond, une forme de descente du style, quoi. Et donc même ces gros 4x4 qui défient les écolos, eh bien ils ne font que descendre. Et dans Sérotonine, il ferme son 4x4 définitivement dans un garage, en se promettant de ne plus le reprendre. Et il dit, je pensais à toutes les belles descentes qu'on avait fait ensemble. Voilà. Or, ce thème de la descente, Houellebecq le compare, c'est le 3e extrait, qui est fait pour vous, adressé à des étudiants. Vivre sans lecture est dangereux. Voilà, vous écrivez ça sur les murs de votre salle de classe. Vivre sans lecture est dangereux. Pourquoi ? Ben parce qu'il faut se contenter de la vie. Ça peut mener à prendre des risques. À l'âge de 14 ans, une après-midi où le brouillard était particulièrement dense, je m'étais égaré à ski. J'avais été conduit à traverser des couloirs d'avalanche. Je me souvenais surtout des nuages plombés, du silence absolu de la montagne. Je savais que ces masses de neige pouvaient se détacher d'un seul coup. Je serais emporté dans leur chute, précipité sur plusieurs centaines de mètres, jusqu'en bas des barres rocheuses. Je mourrais alors probablement sur le coup. Pourtant, je n'avais absolument pas peur. J'étais ennuyé que les choses... épanorthose. J'étais ennuyé que les choses se déroulent de cette façon. Ennuyé pour moi-même et pour les autres. J'aurais préféré une mort mieux préparée, en quelque sorte plus officielle, avec une maladie, une cérémonie et des larmes. Donc lire est un exercice de descente.
Et parce que, précisément, donc, c'est accompagner tous les dangers. Frôler tous les dangers, comme le fait ce gamin qui, parce qu'il ne lit pas, se jette dans un couloir d'avalanche avec ses skis, ce qui lui est un lieu de littérature. Dans le 4e extrait, je cite encore un passage que j'ai gardé parce que je l'aime bien. Il s'agit d'un personnage qui cherche un nouvel appartement. Et alors, quand il cherche ce nouvel appartement, il descend. Lisez la suite, 4e extrait. Ainsi entamai-je une descente progressive le long de la ligne 7. Il est parisien. Il me fallait descendre, encore plus au sud, rejeter loin de moi tout espoir d'une vie possible. Je ne pouvais pas m'en sortir autrement, et c'est dans cet état d'esprit que j'entamais la visite des tours qui s'étendent entre la porte de Choisy et la porte d'Ivry. Je devais rechercher le vide, le blanc, le nu. Alors, évidemment, il y a quelque chose de... Il y a une fascination pour le suicide là-dedans. Quelque chose de blanc, de nu, aller à quelque chose de plus atone, etc. Et les suicides par défenestration ne manquent pas dans l'œuvre de Houellebecq. Et le personnage de Sérotonine, d'ailleurs, à la fin, comme il est physicien de formation, il calcule quelle vitesse ça lui prendra de se jeter du 12e étage. Je sais plus. On ne sait pas si ça l'en dissuade, parce qu'on ne sait pas si finalement il s'est jeté de cet étage ou pas. Mais en tout cas, il a calculé le temps que ça lui prendrait, ce qui est déjà une ironie qui enlève au geste son côté romantique. Vous ne trouverez pas une once de flatterie romantique, de désespoir. Ah, les romantiques, leur grand acte, c'est de se suicider, ça a de la gueule. Même Kleist voulait absolument se suicider avec une femme. Finalement, il a trouvé sa cousine, qui s'est dévouée. Et donc, il y a une posture romantique du suicide, qui n'est absolument pas le cas de Houellebecq. Et c'est pour ça que c'est amusant, si on peut dire, mais il y a de l'humour sous-jacent à cette page, qu'il calcule combien de temps ça lui prendrait en fonction du fait qu'il pèse je ne sais plus combien de kilos, que la hauteur est de je ne sais plus combien de mètres, et il trouve que ça fait un peu long, parce que je crois que ça fait 4 secondes et demie, et il trouve que c'est quand même un peu long, ça donne le temps de réfléchir, c'est pas terrible. Alors je disais, il y a un problème littéraire lié au fait que notre civilisation n'a plus beaucoup de goût pour l'engagement, le serment, etc. Ce problème littéraire prend la forme, du point de vue stylistique, de cette descente sans vertige, de cette descente qui est une fascination, et qui est au fond la seule solution pour un être emporté par un monde où au bout du compte il n'y a pas de péché. Parce que la littérature, que j'évoquais au début, connaît le thème de la chute et du relèvement. Quand vous lisez Bernanos, quand vous lisez Graham Greene, ou Julien Green, vous y voyez toujours la dialectique de la chute et de la grâce. Et on voit toujours que c'est au moment où le personnage est au fond du trou qu'un coup de talon lui permet de renouer avec ses promesses. Mais un monde qui ne croit plus à rien, où est-ce qu'on va donner le coup de talon? Qu'est-ce qui va permettre de se relever?
Alors, c'est là que, pour terminer, j'aborderai rapidement l'aspect, un aspect peu aperçu de l'œuvre de Houellebecq. C'est que cette descente, qui est au fond une forme d'indifférence, tient à l'inattention fondamentale. Nos contemporains sont décrits à travers l'œuvre de Houellebecq comme essentiellement inattentifs. Ils ne voient rien. Ils ne voient pas le moment où ils auraient pu dire « je t'aime ». Ils ne voient pas le moment où ils auraient pu dire « je promets ». Ils ne voient pas le moment où ils auraient pu s'engager. Et donc, ils passent dans un monde gris où, au fond, les choses sont assez indifférentes. Il n'y a que des changements éventuels jusqu'à la retraite. Et c'est au fond, Houellebecq, et c'est là que l'aspect en creux de son œuvre, Houellebecq, je pense, nous suggère que c'est la lacune de la foi qui fait que eh bien, nous vivons comme des êtres inattentifs. Un des plus beaux passages se trouve dans Sérotonine. Donc il est avec une femme dont il est amoureux, mais alors évidemment, donc ça veut dire que bien sûr ils couchent tout de suite ensemble dans diverses positions plus ou moins acrobatiques, mais qu'au fond, aucune parole n'est vraiment échangée. C'est des accouplements biologiques sympas. Enfin, ça dépend, mais il n'y a pas vraiment de paroles échangées. C'est le zoo. Ah ben je l'ai pas mis. Mea culpa. Il y a un très beau passage. Alors je vous le raconte, tant pis pour vous, à moins que quelqu'un ait sérotonine sur lui. Non. Vous vous promenez sans avoir sérotonine sur vous. Pas prudent. Et c'est un très beau passage où donc il est avec l'héroïne. Il sait qu'il l'aime vraiment, que ce n'est pas une passade comme les autres. Il sait qu'il voudrait vivre quelque chose de réel avec elle. Un serment, pourquoi pas. Et donc il dîne dans un restaurant. Et le garçon de café est présenté comme une espèce d'ange. Du point de vue stylistique, c'est très intéressant à voir. Et il leur dit « Ne bougez pas. Surtout ne bougez plus. Restez comme ça tous les deux. » Et Houellebecq commente en disant « Si nous lui avions obéi, nous aurions pu sauver le monde. En un instant, nous pouvions sauver le monde. Et nous ne l'avons pas fait. » C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prononcé les mots qui les auraient, en quelque sorte, restaurés dans leur humanité. Et c'est comme ça qu'au fond, cette femme, qui est la seule qu'il a aimée, il va la perdre aussi, comme toutes les autres, à cause de quelques passades. Et alors, vos questions m'aideront à préciser ce que j'ai laissé dans le vague. C'est la dernière page de Sérotonine. Nous sommes d'accord, c'est une des plus belles pages de la littérature. Et donc cette dernière page de Sérotonine, l'auteur, le rédacteur, le narrateur, s'apprête probablement à se suicider, donc je viens de vous dire, il a calculé la vitesse que ça représenterait, puis il se retourne sur sa vie, et puis il dit, mais finalement, j'ai jamais rien décidé, quoi. Je me suis laissé vivre comme un bouchon. Extrait numéro 6. J'aurais pu rendre une femme heureuse. Tout était clair.
extrêmement clair depuis le début. Mais nous n'en avons pas tenu compte. Avons-nous cédé à des illusions de liberté individuelle, de vie ouverte, d'infini des possibles? Cela se peut. Ces idées étaient dans l'esprit du temps. Nous nous sommes contentés de nous y conformer, de nous laisser détruire par elles, et puis, très longuement, d'en souffrir. Et alors, arrivent les dernières lignes. Dieu s'occupe de nous en réalité. On se demande ce qu'il vient faire là. Dieu s'occupe de nous en réalité. Il pense à nous à chaque instant. Il nous donne des directives très précises. Ces élans d'amour qui affluent dans nos poitrines jusqu'à nous couper le souffle, ces illuminations inexplicables si on considère notre nature biologique, notre statut de simple primate, sont des signes extrêmement clairs. Et je comprends, excusez-moi, et je comprends aujourd'hui le point de vue du Christ, son agacement répété devant l'endurcissement du cœur. Ils ont tous les signes, ils n'en tiennent pas compte. Est-ce qu'il faut vraiment, en supplément, que je donne ma vie pour ces minables? Conclusion, c'est la conclusion du livre. Est-ce qu'il faut vraiment être à ce point explicite? Il semblerait que oui. Et le livre se termine là. D'ailleurs, vous remarquerez, ça a été souvent remarqué, il s'en est expliqué, enfin il s'en est pas expliqué, parce qu'il ne s'explique de rien. Je l'ai rencontré, il faut le faire parler d'autre chose que le 109, parce que si on le fait parler du 109, il n'explique pas. Mais ces livres se terminent, je crois qu'on peut dire toujours, il faudrait aller vérifier, sur un conditionnel. Je n'y perdrai rien. À la fin d'anéantir, ça se termine aussi par un conditionnel qui est ambigu, qui est soit un futur, soit un conditionnel. Il est orthographié comme un conditionnel, mais traité comme un futur, si bien que tous les livres de Houellebecq se terminent comme un équilibre instable. Et allez, on relit cette page pour le plaisir quand même. J'aurais pu rendre une femme heureuse. Tout était clair, extrêmement clair depuis le début. Mais nous n'en avons pas tenu compte. Avons-nous cédé à des illusions de liberté individuelle, de vie ouverte, d'infinité possible? Ça se peut, ces idées étaient dans l'esprit du temps. Nous nous sommes... Alors, les livres de Houellebecq, quand vous les lirez, sont extrêmement bien documentés sur toutes les modes. Tous les chanteurs, tous les magazines, tous les produits de beauté, toutes les modes vestimentaires, tout est répertorié, y compris les marques de poulets sous cellophane. Tous les objets de la société de consommation sont répertoriés. Pensez aux marques de poulets sous cellophane quand même. C'est beau d'introduire dans la littérature, alors je ne sais pas comment, Herta ou je ne sais pas quoi, j'en sais rien, c'est une marque de poulet, Herta, je pense. Et donc, donc il va régulièrement faire ses courses, et puis ses courses, il dit, je prenais un peu de poulet. Évidemment, et du poulet de marque Herta qu'on m'avait recommandé. Donc voilà, nous nous sommes contentés de nous y conformer, de nous laisser détruire par elle, et puis, très longuement, d'en souffrir. Dieu s'occupe de nous en réalité, il pense à nous à chaque instant, il nous donne des directives très précises. Ces élans d'amour qui affluent dans nos poitrines jusqu'à nous couper le souffle, ces illuminations inexplicables si l'on considère notre nature biologique, notre simple statut de primate, sont des signes extrêmement clairs. Et je comprends aujourd'hui le point de vue du Christ. Son agacement répété devant l'endurcissement des cœurs. Ils ont tous les signes, ils n'en tiennent pas compte. Est-ce qu'il faut vraiment, en supplément, que je donne ma vie pour ces minables?
Est-ce qu'il faut vraiment être à ce point explicite? Il semblerait que oui. Est-ce qu'il faut être vraiment à ce point explicite? Ça veut dire, est-ce qu'il faut que j'explicite une lumière chrétienne à travers mes romans glauques? Il n'y a pas envie. Pourquoi il n'y a pas très envie qu'on le mette du côté des grenouilles de bénitier? Surtout qu'il n'y ressemble pas vraiment. Et donc, on peut se demander, et sur ce point il reste complètement imperméable, s'il y a comme une stratégie à la Kierkegaard dans l'œuvre de Houellebecq. Je dis deux mots de la stratégie à la Kierkegaard. Vous savez que Kierkegaard, qui était lui-même d'ailleurs un romantique, marqué aussi par son temps, et qui connaissait très bien les modes de son temps, les passions de son temps, publiait sous pseudonyme des œuvres à coloration romantique. Et la même semaine, il publiait sous son nom des œuvres théologiques. Alors les pseudonymes, donc il s'appelle Virgilius Opniensis, Johannes Climacus, enfin des noms. Alors il les fait discuter entre eux. Je ne suis pas d'accord avec Johannes Climacus lorsqu'il déclare que... Donc il y a tout un théâtre qui a fait que Kierkegaard a été quelqu'un à la mode et qui était très scandaleux, comme les Houellebecq. Et en sous-main, il livrait ses discours chrétiens, ce qui fait que l'œuvre de... Les gens, hélas, les gens qui commentent Kierkegaard maintenant ne commentent que les œuvres pseudonymes, ils ne vont pas chercher les œuvres signées, alors que c'est elle qui livre les clés. Alors, de temps en temps, je me dis que, au fond, de même que Kierkegaard avait une stratégie de communication, c'est un des premiers communicants, peut-être que Houellebecq a une stratégie de communication. S'il en a une, il ne s'en expliquera pas. Je vous remercie de votre attention.